Sportez-vous bien. Sportez-vous bien. L'actualité sportive en partenariat avec Intersport. Jean Sureda. Bonsoir à tous et bienvenue dans Sportez-vous bien pour la 3e saison de l'émission. Ravi de vous retrouver. Nous sommes ensemble pendant une heure pour parler avec mes chroniqueurs de l'actualité sportive de la semaine avec des invités acteurs du sport de haut niveau. Ça ne change pas. Au programme ce soir, les coups de cœur et les coups de gueule de nos chroniqueurs. Et vous avez compris, avec le week-end qu'on vient de passer, il y en a des choses à dire. Lucas Serdic nous présentera une toute nouvelle rubrique, le Zoom de la semaine. Sans oublier la question du jour et le débat avec l'équipe de France de football. Enfin, nous recevrons Pierre Rizot qui s'est lancé un grand défi, faire le tour du monde pour pratiquer tous les sports olympiques. Avec nous ce soir, Maxime Brossard. Bonsoir Maxime. Salut. Lucas Serdic. Bonsoir Lucas. Bonsoir Jean. Et Mehdi Guillonneau. Bonsoir Mehdi. Hola. Ouais. On commence très très mal. C'est quand j'ai commencé, je me suis dit, ça y est, c'est fini, je commence mal l'année. Bonsoir Maxime Brossard en premier comme ça. Là, ça arrive. Il est parti dans une grotte sans lumière. Là. 3e saison quand même. En fait, je voulais innover. C'est celle de trop, je pense. Ah non, faut rigoler, on va finir par battre Plus belle la vie ou Les feux de l'amour, à mon avis. C'est Joséphine qu'il faut lui dire qu'on va battre. Ouais. Je suis ravi de vous retrouver, messieurs. J'espère que vous avez passé un bel été, Maxime. Ah oui, magnifique. On va faire comme si on s'était pas vu cet été, c'est ça ? Ouais. On peut, hein, Est-ce qu'on s'est vu cet été ? On peut bluffer. Maxime, on s'est vu ? Oui, effectivement. D'ailleurs, je vous ai vu au début de l'été. Il est parti en vacances. Et alors après, plus personne pour faire de sport. Hein. Là, il s'est un peu échappé, Jean Sureda, là. À la piste à Blagnac, tout le monde se dit, mais il est passé où l'athlète qui faisait les 400 mètres en 30 secondes. Et non, il est plus là. Par contre, au boulodrome, il y avait du monde, c'est ça ? Ah ouais, à la buvette. J'ai gagné 2 concours cet été de pétanque, là où sur mon lieu de vacances. Donc, C'est vous qui étiez à l'Open de la Marseillaise ? C'est vous le Belge qui se... Ah oui, c'est vous. Oh là là, vous avez vu ça ? Il y a eu des bagarres, ouais, là-bas. Il y a eu des bagarres à la Marseillaise. Comment ça va, Mehdi ? Très bien. Moi, pas de repos. Ça a travaillé. travaillé. Ça a travaillé. Le C'est pour ça que je n'ai pas pu participer aux soirées football, mais c'est vrai. Voilà. Et on s'est vu avec Lucas à la maison. À mon grand regret. Pourquoi j'anime pas bien les soirées ? Non, ça va, on était très bien reçus. C'est vrai qu'on a bien mangé. On a bien mangé. Oui. Il y avait au moins ça pour rattraper, parce que malheureusement, la défaite du PSG... Oui, la demi, c'était sympa déjà. La demi était sympa. Ouais. C'est vrai que la demi était sympa. Bonsoir Coraline, qui se porte très bien. La section est premier au classement. Elle a été première vendredi, c'était magnifique. Fantastique. Magnifique. Fantastique. On fera pas mieux. Il y avait 2 matchs. Hein, c'est votre fond d'écran, Coraline. Le classement de la première journée. Le classement. C'est Brive qui a repassé devant en plus, quoi. Et voilà, c'est ça. Et oui, c'est Brive et Pau, les 2 premiers du championnat. Ça, c'est beau. Quoi, Ça, c'est beau. Et ben, je vois que vous êtes prêts, messieurs. On va pouvoir démarrer avec les coups de cœur et les coups de gueule. Sportez-vous bien. Les coups de cœur et les coups de gueule. Chaque semaine, vous nous parlez d'un événement qui vous a marqué, comme une joie ou une déception. Et il y a de tout. Aujourd'hui, beaucoup plus de coups de cœur. Il y a 3 coups de cœur et un coup de gueule, parce que Mehdi a choisi 2 sports. Mais comment ne pas commencer avec la Formule 1 ? Elle est presque là, cette victoire. Accélère. Oui, il va aller la chercher. Ne lâche pas. La victoire de Pierre Gasly. Il l'a fait. Victoire de Pierre Gasly. La victoire française. 24 ans, 3 mois et 18 jours après Olivier Panis. La France, de nouveau victorieuse en Formule 1. Julien Febvreau, notre confrère de Canal+, nous a donné les frissons. C'est votre coup de cœur, enfin c'est presque un coup de cœur général, Lucas Serdic. Oui, non, bien sûr, mais parce que moi j'ai pas pu voir la course en direct, mais du coup quand j'ai vu le résultat hier soir, la première chose que j'ai faite à 23h, je suis rentré tard. C'est vrai ? C'est regarder la course en rediffusion parce qu'effectivement c'est un événement historique, 26 ans, 24 ans après. J'avais 15 jours, Olivier le dernier Français avait gagné. Et Pierre Gasly n'était pas beaucoup plus vieux, si je dis pas de bêtises. Mais il est de 96 aussi. Il avait 3-4 jours, enfin bref, à quelques jours près. Il est né quand un Français a gagné pour la dernière fois un Grand Prix de Formule 1. Donc c'est dire si l'exploit est énorme, immense, d'autant plus avec un Lewis Hamilton qui écrase la concurrence, d'autant plus avec une voiture qui n'est vraiment pas prédestinée à gagner une course. Donc voilà, Pierre Gasly, revanche incroyable par rapport à ce qu'il a vécu ces dernières saisons et sa mauvaise expérience à Red Bull. Il avait été viré de Red Bull pour la seconde écurie, on va dire la réserve de Red Bull.
Et c'est un beau pied de nez, comme vous le dites. Oui, non, c'est ça. Un beau pied de nez. En plus, c'est une victoire collective, parce que c'est un coup de génie de l'écurie de l'avoir fait rentrer au stand au moment où il y a eu le crash de Leclerc. Non, c'était juste avant. C'est juste avant, oui. Quand Magnussen s'est mis sur le bord de la piste juste à l'entrée des stands, et c'est là qu'ils ont flairé le bon coup, AlphaTauri. Vraiment un coup de maître, parce que c'est ce qui lui a permis de ressortir après en 3e position après justement le crash de Leclerc, et après il a fallu tenir. Quand la course a redémarré, Hamilton pénalisé, Lance Stroll avec des gommes usées, Gasly est passé en tête et il n'a jamais lâché le leadership, une vingtaine de tours, il est resté la moitié, un peu moins de la moitié. Un peu moins de la moitié, donc c'est vraiment une vraie performance qu'il n'a pas volée, un podium rafraîchissant avec Carlos Sainz et Lance Stroll. Voilà, ça fait plaisir, pas uniquement parce qu'on est français, parce que ça change. C'est un pilote qui est apprécié, qui est jeune, tout le monde est content, je crois, de cette victoire. Mehdi, ce qui est d'autant plus beau, c'est que c'est pas attendu. C'est-à-dire on va dire que Gasly n'a pas le talent, sans lui manquer de respect, d'un Hamilton, d'un Verstappen ou d'un Leclerc, où on s'attendait que c'est les 3 derniers qui ont gagné un Grand Prix. On pouvait s'attendre à ce que Leclerc et Verstappen n'avaient pas vraiment de surprise quand ils gagnent les Grands Prix, même si c'est fantastique. Là, c'est totalement inattendu, c'est ce qui rend le truc plus beau, quoi. Exactement, mais ça ressemble à son podium l'année dernière, c'est-à-dire que il y a quand même une part de chance de toute façon avec ce safety car, mais effectivement ces dernières années on est quand même habitué à ce que ça soit Hamilton la plupart du temps, et après c'est soit Bottas, soit Verstappen et Leclerc quand il avait une voiture correcte, quoi. Mais derrière il n'y avait pas d'autres vainqueurs, et effectivement il sort du chapeau à ce moment-là, et les 2 fois où il y a des incidents, une fois il en profite pour faire son premier podium devant Sainz, c'était déjà le cas, il l'avait déjà devancé, il était 3e Sainz au Brésil l'année dernière, et là aussi il sort du chapeau, il a très bien géré sa course, et moi ce qui m'a impressionné c'est dans son discours après la gestion des émotions, c'est-à-dire qu'il est en tête d'un Grand Prix, il va pour gagner, mais il faut en avoir, comme on dit vulgairement. La lucidité de sa gestion de course, c'est-à-dire que il savait que la McLaren allait plus vite derrière lui, donc il a attaqué pendant le tiers où il était devant. En gros, il a usé ses gommes, tant pis, il a attaqué pour prendre de l'avance, parce qu'à la fin, quand ils sont arrivés, pour pas être dans l'aspiration de Sainz qui allait plus vite, quitte à défendre sur la fin, et il a été hyper lucide, quoi. Et sur les lignes droites, il a fait plusieurs fois le coup du dragon, qu'on appelle ça, c'est ce que Simon Pagenaud avait fait au 500 miles d'Indianapolis, je crois, pour ne pas avoir la voiture dans le dos, entre guillemets. Et pour ceux qui disent que Hamilton n'était pas là, enfin Hamilton a été pénalisé, etc. Oui, Verstappen a abandonné, oui Leclerc a abandonné, oui Vettel a abandonné, oui Hamilton a pris une pénalité. Il fallait faire un n'existe pas cette année. Mais en fait, il fallait surtout tenir, parce qu'il a une voiture l'une des plus faible entre guillemets, enfin c'est pas la meilleure de sûr, c'est pas la meilleure, et par exemple la McLaren de Sainz était bien supérieure à celle de Gasly, donc l'exploit il est là aussi de tenir plus de la moitié, un peu moins de la moitié d'un Grand Prix en tête. Oui, bien sûr. Pour revenir sur la surprise, c'est aussi pour ça que j'ai regardé la course, je voulais voir ce qu'on disait de Pierre Gasly au départ, qui était 10e, il était assez loin, et je, sans faire aucune critique envers nos commentateurs de Canal+, que je trouve très bon, justement on n'en parle pas du tout. Je veux dire, on n'imagine même pas qu'il va faire peut-être un top 10, mais pas un top 5 ou un top 3 au départ. On parle de la 2e ligne, de la 3e ligne, on parle de certains Français, mais pas beaucoup de Pierre Gasly. C'était un peu comme si on l'avait oublié ces derniers temps. Parce que ses objectifs, c'est les top 10 surtout. Non, mais bien sûr, mais c'est logique. C'est même pas des podiums. C'est d'autant plus surprenant. C'est comme si aujourd'hui, j'en sais rien, moi, un cycliste obscur français gagnait le Tour de France. Enfin, on est vraiment sur quelque chose qui était très très inattendu, quoi. Et l'année 2020 est fantastique, et attention au Tour de France à Roland-Garros, parce qu'un Français a gagné un Grand Prix de MotoGP, Quartararo. D'ailleurs, on était chez vous, Lucas Serdic, lors de la première de Quartararo. Ensuite, il y a un Français qui gagne un Grand Prix de Formule 1. Donc toutes les séries sont en train de s'arrêter. Attention, il en reste 2 en cours, entre guillemets. C'est bien évidemment le Tour de France et Roland-Garros. Donc, évidemment, maintenant que vous l'avez dit, Jean Sureda, c'est mort. On peut s'asseoir dessus. Fallait rien dire. On verra rien avant maintenant. On n'espère pas attendre aussi longtemps. Justement, on va parler du Tour de France, Mehdi Guillonneau. Vous, c'est un coup de cœur. Alors, pas sur les Français, mais sur les Slovènes. Parce que la Slovénie fait une bonne impression en France. Exactement, on l'avait déjà évoqué l'année dernière, je vous avais saoulé avec ça. Jean avait du mal à prononcer son nom, les deux même. Pendant la Vuelta l'année dernière, puisqu'ils avaient fini premier et troisième, je veux parler de Primoz Roglic, qui est maillot jaune du Tour de France, et de Tadej Pogačar. On essaye, Jean ? Pogačar. Voilà.
Très bien, parfait. Non, mais je veux parler de ça parce que la Slovénie, c'est un tout petit pays, il y a 2 millions d'habitants. En gros, c'est on va dire, la grande aire urbaine de Toulouse, c'est la même chose. Ouais. Et voilà, il y avait une culture du sport au niveau du basket, puisqu'il y a avec Goran Dragic, ils ont été champions d'Europe, il y a Luka Doncic maintenant, et ils se mettent maintenant au vélo avec ces deux coureurs-là qui ont des parcours totalement différents. Pogačar, c'est un enfant doué qui a commencé très tôt le vélo, qui a été très vite chouchouté, et on le voit même dans sa façon de courir, c'est-à-dire qu'il est un peu, je sais pas comment dire ça, il tente dès qu'il a les jambes, il attaque en fait. C'est un peu sa façon de faire. Il calcule pas grand-chose et je pense qu'on va en prendre pour des années de bonheur à le voir courir parce que c'est quelqu'un tout simplement qui est agréable, qui triche pas. On l'a vu dans le Pays Ressources, il a attaqué, il a repris le temps qu'il avait perdu dans une bordure. Hier, il a réussi à gagner. Et Primož Roglič, c'est un petit peu l'inverse parce que lui, sa place, il a dû se la gagner. Il a commencé le vélo à l'âge où Pogačar a maintenant, à 22 ans. Il faisait du saut à ski. Il faisait du saut à ski et personne ne lui faisait confiance. Au début, au vélo, il tombait tout le temps. Il savait pas courir. Il savait pas s'alimenter en vélo. Il descendait comme une chèvre, comme disait exactement, Peters, comme Nance Peters a dit de Ilnur Zakarin. Mais voilà, donc il a dû se gagner sa place et il calcule tout en fait. C'est quelqu'un qui calcule, qui est un peu froid, qui est un peu solitaire et c'est un peu tout l'inverse de Tadej Pogačar. Mais c'est deux grands champions et je serais pas étonné qu'ils soient sur le podium sauf incident et peut-être même 1 et 2 quoi. Lucas, j'imagine que vous partagez l'avis de Mehdi sur les Slovènes du Tour de France. Là. Ah oui, non, mais ce qu'ils font là, c'est Tour de France, et même globalement depuis 1 an, parce qu'il en parlait déjà. Oui, ce qu'ils font là, c'est incroyable. Effectivement, ils ont 2 coureurs extraordinaires pour un petit pays comme ça, des coureurs de course à étapes. Pas sûr qu'on les voit un jour briller sur des classiques, ces deux-là, quoique la Lombardie peut-être, oui, ouais. Ou la Classica. Mais ouais, c'est des coureurs de grand tour qui tiennent déjà 3 semaines. On l'a vu Pogačar l'année dernière avec la Vuelta, Roglič aussi on le savait, mais il l'a remporté donc c'est encore plus clair. Il gagne des étapes. Il y en a un qui est très bon en contre-la-montre en plus, c'est Roglič, l'autre qui est très bon dans les attaques un petit peu solitaires comme ça, effectivement sans calcul. Ils font 1 et 2 fois déjà cette année sur le Tour de France. Ouais, c'est vraiment pas mal, hein, parce que nous, de doublé français déjà, par exemple, on n'en a pas eu. Donc quand il y a 3 coureurs slovènes dans le peloton et qui font 1 et 2 à 2 reprises sur une étape, déjà, on se dit que ouais, ils ont une promo incroyable. Voilà, c'est Slovène. Tant mieux pour eux, hein, qu'ils en profitent. Et tant mieux le pour Tour eux. de Slovénie. Et le Tour de France qui se termine le 20 septembre, enfin 19-20 septembre, quelque chose dimanche comme ça. Dans 15 jours. Alors il y a de temps en temps les cyclistes malheureusement qui tombent, mais dans le rugby on a l'habitude de tomber pour les plaquages et tout. J'essaie de faire une transition. Hein. C'est compliqué, ouais. C'est la rentrée. Je m'échauffe. Je vous juge, vous imaginez même pas à quel point. Je cherchais. Bon, on va faire comme sur les JT, voilà. Sans transition rugby. On va parler du retour du top 14 avec vous, Maxime Brossard. J'imagine que vous êtes content. Tout simplement du rugby, de la Pro D2 du top 14. J'ai pas fait un coup de cœur exceptionnel, on va dire, ce coup-ci. Oui, heureux de retrouver le rugby. Déjà, ça avait pas mal commencé avec Biarritz-Perpignan. C'était le jeudi dernier, là, qui était, on va dire, un peu le match vraiment d'ouverture. Et puis après, quand le top 14 est revenu, là, on s'est régalé, hein, notamment avec Pau qui est allé faire l'exploit, qui est allé gagner à Montpellier. En plus, à la dernière seconde, ils ont renversé la mêlée montpelliéraine, qui est une des meilleures mêlées du championnat. Voilà. Et puis, ça s'est fini, on va dire, en apothéose, en plus de 2 autres victoires à l'extérieur, puisque le Racing est allé gagner à Lyon, et puis on a Castres qui est allé gagner à Gênes. Il y a quand même eu énormément de rebondissements. Ça s'est fini avec ce match magnifique hier soir entre Clermont et le Stade Toulousain. La première mi-temps était un peu comme une première mi-temps d'un match de reprise. Ouais, voilà. Sachant qu'il y avait très peu de matchs amicaux, parce qu'avec le peu de matchs amicaux, ouais, c'est ça. On sentait qu'il y avait quelques errements techniques. Il y avait une petite supériorité de l'ASM physiquement sur le début du match, mais ils ont commencé à baisser de régime à partir de la 60e. Et puis après, voilà, ça a été le festival. Le Stade Toulousain qui a été... il y a eu 2 cartons rouges, ils ont fini à 13. Il y a eu un essai refusé, mais bon, on va pas refaire le match. Qui fait débat, un essai de 100 mètres avec la passe entre les jambes à la base de Ramos. Là, donc ça a été un vrai feu d'artifice pour le rugby et ça fait plaisir de retrouver le rugby, surtout à ce niveau-là, quoi. Et puis l'exposition à 21h à la place du match de Canal, je pense que c'était la meilleure publicité pour démarrer l'année. Surtout avec un match de cette qualité. Toulouse qui est le remake de la dernière finale. Alors maintenant ça va faire 1 an et demi, mais vu qu'il n'y en a pas eu en 2020, c'est toujours la dernière finale et Toulouse est toujours le tenant du titre du top 14. Mais après je sais que le Stade Toulousain n'est pas très attaché, il préfère dire qu'on repart à 0, il préfère ce statut-là. C'est mieux pour eux. C'est peut-être mieux pour eux aussi pour gérer, mais après en tout cas on voit que quand le Stade Toulousain a tous ses internationaux, c'est ça va être dur autre chose même quand à 13, même.
Ouais, c'est autre chose. C'est costaud. Bon, voilà. Et je me tourne vers vous, Mehdi Guillonneau, pour la deuxième fois. On va parler de tennis. Et là, c'est un coup de gueule. Il en fallait bien de coup de gueule. Il est pour vous, on parlait de l'US Open. Ouais, de l'US Open. Moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi ça a été maintenu. Enfin, je pense qu'il y a des histoires évidemment de gros sous, on va financier, mais sportivement, c'est quand même assez compliqué parce que regardez, Maxime Rossard ne savait même pas qu'il y avait l'US Open cette semaine. C'est vrai. C'est pas un acharné de tennis, mais quand il y a un grand chelem, normalement. Ouais. Il est au courant, enfin, on est toujours au courant. Moi, chez moi, mon père qui est un fan de sport, il savait pas qu'il y avait l'US Open non plus. Ça passe un peu dans l'anonymat. Alors, il y a plusieurs raisons. C'est le pas de public, voilà. Ouais. Les règles strictes aussi, la bulle imposée aux joueurs ou c'est assez compliqué. Ils ont voulu faire un petit peu comme un NBA, sauf que c'est un petit peu poreux. Heureusement, ce qui a fait de la pub, mais pas forcément de la bonne pub, c'est la disqualification de Djokovic hier, qui a balancé une balle sans faire exprès sur une juge de ligne. Et ben, il a été disqualifié parce que c'est dans les règlements tout simplement. Après, il y a débat sur sa disqualification tout simplement. Est-ce qu'il a fait exprès ou pas Est-ce qu'il a fait exprès? Non, il n'a pas fait exprès, mais de toute façon, à partir du moment où on touche un juge de ligne, un arbitre ou du public avec une balle, ben, on est disqualifié. Donc il n'y avait pas le choix. Après, aussi, il y a... Au niveau de l'organisation, il y a l'histoire de Mladenovic, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais Mladenovic donc, a participé à l'US Open en individuel. Et elle a été disqualifiée en double parce qu'elle était considérée comme cas contact avec Benoît Paire qui avait contracté le coronavirus avant. Et comme les hôtels des joueurs ne sont pas dans le même état que le tournoi, dans l'état du tournoi, elle n'était pas obligée d'être en quarantaine, donc elle pouvait disputer le tournoi. Mais comme son hôtel est à, je crois que c'est 40 km, et dans un autre état, ils lui ont imposé la quarantaine et elle a été disqualifiée. Donc, incroyable. Voilà, ça paraît assez improbable, et il y a eu pas mal d'histoires autour de tout ça. Et bon, l'avantage, c'est qu'on aura un nouveau vainqueur de Grand Chelem avec l'élimination de Djokovic. Lucas Serdic. Ouais, il y a aussi un autre facteur qui fait que ça passe un petit peu inaperçu, c'est qu'il y a quand même de grands absents, quoi. Je veux dire, d'autant plus quand on est français et qu'on sait la cote de popularité qu'ont des joueurs comme Federer et Nadal, mais en plus de ça, nos têtes d'affiche françaises, Tsonga, Monfils, Pouille ne sont pas là, donc ça aide vraiment pas. Et ceux qui sont là, malheureusement pour eux, on n'attendait pas des miracles, mais n'arrivent pas forcément à réussir. Il y a Garcia qui a sorti la numéro mondiale avant de se faire sortir juste après. Sortir juste après par une inconnue. C'est Cornet qui est encore qualifié. Il reste Alizé Cornet en 8e de finale et elle peut passer en quart de finale et elle peut nous faire une belle surprise, ce serait chouette. Mais enfin, tout ça pour dire qu'effectivement, ce qui plaît dans l'US Open, c'est l'ambiance de New York, c'est les night sessions avec un public chaud bouillant, et c'est pour ça que des joueurs comme Monfils apprécient ce tournoi, parce que voilà, c'est le show. Là, effectivement, avec des tribunes vides, avec des joueurs qui manquent à l'appel, on peut pas faire de miracle. Et on vient d'apprendre que la jauge de spectateurs, c'était 11 500 personnes par jour pour Roland Garros qui aura lieu fin septembre. C'est toujours ça. Et merci messieurs, on va pouvoir passer au Zoom de la semaine. La toute nouvelle rubrique dès cette saison, et chaque semaine un chroniqueur, là en l'occurrence Lucas Serdic, mettra en avant un match ou un événement de la semaine avec historique, forme du moment, et bien évidemment, et c'est là où on va se marrer, pronostic. Lucas Serdic, on va parler de rugby. Oui, mais du Stade Toulousain, ça va être un zoom assez rapide parce que Maxime, on a déjà bien parlé tout à l'heure. On est au lendemain d'une défaite qui laisse beaucoup de bons sentiments, finalement, beaucoup de bons feelings pour le Stade Toulousain, parce que c'est une défaite incroyable à ce niveau-là de la compétition. Quand on a joué quasiment toute la rencontre en infériorité numérique, ne perdre que 2-3 points, et en plus de façon légèrement, enfin au moins un petit peu litigieuse, quoi, en ayant laissé passer en plus quelques points au pied, de transformation notamment d'Ntamak qui aurait pu les mettre devant. Donc le Stade Toulousain, on peut dire qu'ils sont déjà en forme, et là ils vont recevoir une équipe qui l'est tout autant, le Stade Rochelais, enfin l'est tout autant. C'est en tout cas une équipe qui a gagné son premier match assez aisément face à Toulon, qui était un petit peu absent, mais c'est aussi une équipe qui avait pris une rouste par le Stade Toulousain, justement, un des rares matchs de préparation qui a pu se jouer. Ils ont pris Fanny, 38-0. 38-0, donc bon, on va voir ce que ça va donner, mais en tout cas c'est le retour de rugby à Toulouse, c'est l'occasion pour certaines personnes d'aller à Ernest Vallon, même si elles seront assez peu finalement. En dehors des partenaires, il ne reste plus beaucoup de place à se distribuer. La jauge est bloquée à 5000 et elle le restera, sauf retournement de situation quasiment impossible. Parce que Toulouse est en zone rouge. Par exemple, hier Toulouse est en zone rouge. Voilà. Hier, Clermont a eu le droit de passer à 10 000 parce que c'est en Auvergne et l'Auvergne n'est pas beaucoup touchée. Toulouse, zone rouge. Mais même pour le foot, même pour le TFC, pour tout le monde, c'est même les départements qui ne sont pas trop touchés et qui ne sont pas en zone rouge, comme par exemple le Tarn,
Hein. Castres n'a pas obtenu de dérogation pour augmenter sa jauge et il restera à 5000 parce que le virus évolue de façon un petit peu défavorable. La section aussi n'a pas pu, si je dis pas de bêtises, augmenter sa jauge. Non, Coraline. On est passé à 8000 du coup. Oui, Vous avez on est passé à 8, Ouais, exactement. Alors c'est un autre département, je me souviens plus. Mais lequel. parce qu'au départ, ils avaient Ah, pas au eu la début, ils avaient dérogation. refusé. D'accord. Exactement. Bon, voilà. Donc ça, c'est pour ça qu'un retournement de situation est encore possible, mais très très improbable, sachant que le match est samedi à 15h15. Le temps que si la Haute-Garonne, enfin bref, sort de la zone rouge et que la dérogation soit accordée, il y a peu de place au doute là-dessus. Au cas où, c'est chez nos confrères de Canal+. Au cas où, exactement. C'est samedi mais 12 bah- septembre, comme vous l'avez dit, à 15h15. Et c'est une très belle affiche qui promet au moins du beau rugby entre ces deux équipes qu'on apprécie beaucoup, en tout cas. Et on peut parler au pronostic. On peut passer au pronostic. Je me tourne à droite. Mehdi Guillonneau, Stade Toulousain-La Rochelle. Vous notez, Jean Suréda. Je note, je suis en train. C'est pas un score, c'est un score qu'il faut vous donner. Et on est c'est clair. un score. Bien C'est sûr, un c'est un score. score. Ah, c'est vraiment un score qu'il Ah faut oui, vous donner. Sinon, on va tous dire victoire Allez. du stade et puis. voilà. 35 pour le stade, 12 pour La Rochelle. Voilà. Ah ouais, beaucoup d'écart. Maxime Brossard. Je vais dire 24-16 pour Toulouse. Ah oui, serré. Coraline. Je partirais sur un 30-23 pour Toulouse. 30-23, d'accord. Vous avez intérêt à tenir les comptes, monsieur Sureda. Je vais. De toute façon, il y a Lucas qui va m'aider. Lucas. Mm. Vous voulez que je donne le Avec mien tout en ce qu'il a attendant analysé, il Ouais, n'avait je pas donne préparé encore. 32-7. 32-7. Ah oui, ça va être solide. Hein. Et moi, je donne un 45-9. Voilà, 45-9 pour ça. Oh, j'y vais. Pas du basket, hein, genre. C'est le début. Il y en a- C'est le- Tremblay, Rochelet, Mais Tremblay. voilà, les pauvres 45-9, Rochelais, c'est ils le vont trembler, début. ouais. On fait ça. Il n'y en a pas un qui a donné une surprise. Non. Moi, je vois pas non, La non. Rochelle s'imposer. On donnera- C'est-à-dire que le on stade donne- avait vraiment quand même forte impression là. Ouais, ils seront en Après, moindrie un peu. il y a effectivement une histoire déjà de peut-être gestion qui va s'instaurer, Ouais. puisqu'après ils vont Il y enchaîner a Ulster. avec la Coupe d'Europe. Il va y avoir aussi Là, vous les avez matchs deux internationaux. suspendus. Il n'y a pas de Et deuxième ouais, ligne. et ouais. Non, mais Il c'est y a vrai, ça se Col trouve, blessé. ce sera plus serré qu'on ne le On verra. pense. Ouais. On verra. Et de toute façon, la surprise, on donnera la semaine prochaine. Parce qu'on Ah oui. peut déjà annoncer que le match de la semaine Ah oui, prochaine à Paris, ce attention. sera Toulouse-Sochaux, bien Oh là évidemment, là là. le derby. Et Le que classico la maintenant. surprise, ce Je sera crois pas. Le Suridico. Le Suridico. La surprise sera de mettre Toulouse, bien évidemment, vainqueur. Bien entendu. Je suis obligé de la faire. Bon, on passe à la question du jour. là. 5-0 pour le TEF. Et c'est la question du jour. Et on passe à la question du jour. Sportez-vous bien? La question du jour. La question du jour, les chroniqueurs ont 4 minutes pour trouver la réponse à la question. Mon but est très simple, c'est tout simplement de les piéger. Monaco, Brest, Paris, le Mont-Saint-Michel, Strasbourg, Dunkerque, Rouen, Lille et Nice cette année en 2020 et Brest l'année prochaine ont accueilli le départ du Tour de France. Cet événement mythique du sport mondial et malgré son nom passe souvent par l'étranger comme Bruxelles l'année dernière, Düsseldorf en 2017, encore une fois la Belgique à Liège en 2012 ou encore le Royaume-Uni et l'Angleterre avec Leeds en 2014. Copenhague sera le prochain pays à accueillir le Tour de France. C'est une ville, mais oui. Voilà, c'est Oui. le Danemark et Copenhague, pardon, seront le sera Impitoyable. Ouais, exactement, incroyable. Rien passé dans le truc. Ah oui, oui, oui. Accueillir la grande boucle. Et ben je vais vous piéger Lucas Serdic. La question elle est simple, Coraline, vous pouvez jouer. Quelle est la première ville étrangère à avoir accueilli, et je dis bien accueilli, le Tour de France? Première c'est ville parti. étrangère. Accueilli, ça veut dire donc comme pas le une départ. ville- comme Alors une elle ville étape, s'arrêtait départ ou arrivée. au départ ou arrivée. Ouais, Pas ouais, départ ouais. du Traversée, Tour, quoi. Non, départ. Au départ ou arrivée, voilà. Andorre la vieille. Non, Madrid. non. Est-ce que c'est une ville européenne? C'est une ville européenne, oui. Et c'est une question qui a été posée hier par mon parrain, par SMS, qui est un fidèle auditeur de Sportez-vous bien. J'ai mis... il va me le dire par SMS, mais je crois que pas. J'ai mis bien 10 minutes à trouver. Est-ce que c'est un pays frontalier avec la Frontalière. France? Frontalier, oui. Gênes. Gênes, non. Liechtenstein. Est-ce que c'est en Belgique? Belgique, non. C'est dans- Italie, Italie, non. Espagne, Espagne? Non. Genève. Suisse, Liechtenstein. Berne. Non. Luxembourg, Allemagne? Non. Lucerne. Allemagne. Allemagne, Ah. Munich, Et c'est là où on va s'arrêter. Fribourg. Alors, Düsseldorf. non. Hambourg, C'est là, il faut trouver une. Cologne. Berlin. Non. Ah, non. mais c'était Est-ce peut-être. que c'est une ah, mais grande non. ville Attends, connue? c'est pas Strasbourg ou quelque chose comme ça, parce que c'était annexé par l'Allemagne encore. C'est pas Strasbourg. Oui, mais c'était ça. Mulhouse. C'est Colmar, non? Non. Ah, mais non. Ça va être une. C'était. Il n'y a pas une histoire avec l'Alsace-Lorraine, là. Genre, vous essayez de nous. Est-ce que cette ville fait de nous toujours partie piéger, de non l'Allemagne ou pas? Est-ce que c'est toujours en Allemagne? Ouais. Est-ce que c'est toujours en Non, Allemagne? non, c'est doit être en- Sochaux. c'est en Alsace. Vous avez ou dit c'est- Sochaux. Non. Mais non, c'est pas en Euh, Alsace. Belfort. Non. Par contre, c'est passé par Belfort. Et je vous ai pas donné l'année. Non, mais ça doit être en Ah oui. Alsace-Lorraine, à Metz.
Metz, Ouais, bonne voilà. réponse, c'est Metz parce que Voilà. c'était en Allemagne à Bien cette sûr. époque-là, c'était en 1907. Je suis dégoûté. Posez-moi des questions sur l'Allemagne, allez-y, genre, je suis incollable. Et J'aurais oui, dû c'est- m'en douter avec vous, j'en suis Haddad. Elle est bien ma question là. Ouais. Non, c'est jamais bien, mais c'est pas grave. Oh, C'est Lucas. jamais bien qu'il le dit. Bon. J'y ai pensé après. Elle est bien, elle est bien la question. Elle était bien, franchement. ouais. Et oui, c'est Metz qui a accueilli la deuxième étape du Tour de France 1907, le 10 juillet 1907, entre Roubaix et Metz. Et ils sont partis 2 jours pour Metz pour aller à Belfort, justement, Ouais, voilà. le 12 juillet 1907. L'Alsace et la Lorraine étaient en Allemagne en 1871. Que dit Une mon bonne parrain? dizaine de minutes et il dit il est très fort. En parlant de Maxime Brossard. Et bien il sûr. est très fort. Ouais, bien voilà. sûr. Donc, mon parrain qui. Bah, j'adore vous l'histoire, donc félicite, c'est c'est ça. normal. Mais vous le savez. C'est qui a gagné? Maurice Garin? Ah oui, Attends, oui. Vous avez même pas Le le vainqueur? premier vainqueur, je crois, Maurice Garin. Ouais, c'est pour ça. Et la première ville à accueillir le départ du Tour de France, est-ce que vous l'avez? Étrangère, pardon. Étrangère. Ouais. Ok, Là, mais vraiment étrangère, pas. Le départ, Metz, c'est-à-dire la première étape. Ouais, c'est La, en Allemagne la aussi. première étape. Non, c'était pas en Allemagne. En Espagne, Espagne, plus. non Espagne En- non plus. en Italie. 1954, le premier départ à l'étranger du Tour de France. Belgique, Suisse. Belgique non, à côté. Les Pays-Bas. Pays-Bas et donc Amsterdam. Amsterdam. Ouais. C'est Amsterdam qui avait accueilli en 1954 le Tour de France. Et donc c'est Copenhague, une ville au Danemark, qui Oui. accueillera en 2022 la Grande Boucle. Et l'année prochaine, ce sera Brest. Il y a En eu fait, le ça Tour de- d'Italie ça- en en fait- Israël, il y a eu partout. hein. c'est ça devait être l'année prochaine, en 2021, Copenhague, mais vous vous doutez bien qu'avec le Ah oui. coronavirus, voilà, c'est reporté à 2022. Merci messieurs, félicitations Maxime Ah oui, Brossard oui. pour Ouais. la première trouvaille de la saison, et nous se retrouvons dans moins de 4 minutes avec le débat de la semaine. À tout de suite. So now you're here again, knocking at my door. A little too late for, I'm sorry for. The lights went out cause you kept cutting the cord. And I started to fade into your gray. See, I finally opened up my eyes, and I saw me coming back to life. That I'd be better without you inside. It's time to be someone I wanna recognize. The future starts right now. I made a reservation, but you never came, so I'm checking out. The fire you stole away, I know one day we'll come back around. The future is now. The future is now. The future is now. I waited for you in the passenger seat. There's only so far I can ride in your dreams. While you were chasing everything else but me, I'm starting to break out from your gray. See, I finally opened up my eyes, and I saw me coming back to life. That I'd be better without you inside. It's time to be someone I wanna recognize. The future starts right now. I made a reservation, but you never came, so I'm checking out. The fire you stole away, I know one day we'll come back around. The future is now. The future is now. I'm not backing down, 'cause the future is now. Not backing down, 'cause the future is now. The future starts right now. I made a reservation, but you never came, so I'm checking out. The fire you stole away, I know one day we'll come back around. The future is now. The
Portez-vous bien. Le débat. Champion du monde en titre et vice-champion d'Europe, l'équipe de France fait partie des grands d'Europe mais semble pas être en avance sur ses concurrents belges ou anglais par exemple. À la veille de son deuxième match de la Ligue des Nations contre la Croatie demain, les Bleus de Didier Deschamps ont 10 mois pour préparer l'Euro 2020 contre l'Allemagne. Messieurs, on ne répond que par oui ou par non. Est-ce que la France va gagner entre guillemets cet Euro 2020, Mehdi Guillaumeau? Question, moi je lis, la France est-elle favorite pour l'Euro 2020? Oui, c'est ça. Elle fait partie des favoris. Maxime Brossard. Oui, elle fait partie des favoris. Lucas Sadek. Ah, c'est pas ça. J'ai pas dit est-ce qu'elle fait partie. Est-ce qu'elle va gagner? Voilà, oui, c'est ça la question. Gagner. Lucas Sadek. Lucas Sadek. Oui, peut-être. Oui. Je ne sais pas, j'en suis Reda. Enfin. Allez-y, pourquoi? J'ai pas de boule de cristal. Mais pourquoi vous pensez que la France est... Elle peut gagner parce qu'il y a une super équipe, un super groupe, des joueurs très talentueux qui sont champions du monde en titre, qui a un bon coach, qui sait gagner. La relève aussi. Voilà, il y a une super génération. Enfin, on les connaît, les arguments pour, les arguments contre. On verra bien. Moi, j'y crois parce que oui, c'est vraiment possible. Mehdi Guillaumeau, il va manquer quoi à l'équipe de France? Allez, pour... Maintenant, il va plus gagner, il va perdre, il manquera quoi? Mais non mais... mais il est en pleine forme aujourd'hui. C'est bon, faites l'émission, je dis plus rien. Mehdi, alors? Qu'est-ce qui peut manquer? Oui. Peut-être une... Non, justement, c'est une routine. routine. Pourquoi je te dis ça. Allez-y. C'est une routine qui peut s'installer. Moi, voilà. c'est l'impression que j'ai en les voyant. C'est-à-dire que ça fait 2 ans qu'on se fait chier en voyant les Bleus. Et je pense que c'est le cas de tout le monde, quoi. À part les gens qui voient du foot vraiment que de temps en temps, quand on suit le foot, on regarde pas l'équipe de France parce que c'est pas du tout agréable à voir. Après, c'est pas grave de dire ça. C'est l'éternel débat qui vous oppose à Jean. C'est vrai. C'est vrai en plus. Non, mais s'il faut, ils sortiront de tout ça et pendant l'Euro, ça ira bien. Peut-être que, je sais pas, honnêtement, mais voilà, je pense qu'ils sont peut-être dans un certain rythme entre guillemets de sénateur et c'est peut-être dur de s'en sortir. Voilà, ça sera peut-être possible, mais après on sait que possible. Deschamps, lui, il mise beaucoup sur la prépa, sur l'ambiance qui est créée dans les semaines qui précèdent une compétition. Il sait que c'est là que ça se joue, quoi, en fait, parce que à quoi ça sert d'être bon dans les matchs qui ne comptent pas 10 mois avant, quoi. La compète, elle commence quand la liste elle est dressée et que les gens sont rassemblés. Enfin, on a souvent été champion des matchs amicaux avant de se faire tordre en quart de l'Euro, en huitième de l'Euro, etc. L'avantage, c'est qu'il y a des adversaires qui sont pas forcément prêts non plus, en fait. C'est que l'Allemagne, l'Espagne... Vous mettez qui en favori? L'Allemagne, l'Espagne, qui font partie des favoris, sont en pleine reconstruction. On les a vus lors de leur match. Il y a plein de joueurs un peu jeunes. Je pense qu'on va être très surpris l'Angleterre, évidemment, par l'Italie. Moi, j'allais dire comme Lucas, mais j'allais d'abord l'Angleterre et après l'Italie. Je pense que je vois bien un retour en force de l'Italie. Ça fait un moment qu'on les a pas vus. Moi aussi, vraiment. Et puis, les grandes nations comme ça. C'est toujours les mêmes, mais bon, Pays-Bas, vois, Portugal, on parlait de nations qui marchaient pas trop mal entre les compètes. Là, en ce moment, il y a les Pays-Bas qui marchent pas trop mal. Oui. Mais est-ce qu'ils sont pas justement un peu trop tôt, pas trop mauvais, quoi, hein, et est-ce qu'à l'Euro, ils vont pas finalement faire chou blanc? On ne sait pas. Sinon, pour revenir à votre question, j'en suis Rada, ce qui peut arriver de mauvais l'équipe de France, c'est tout ce qui peut arriver sur une saison. Des blessures, une affaire comme la sextape qui sort, n'importe quoi, en fait. Hein, c'est optimiste. Non mais voilà. Faites confiance à ces jeunes de l'équipe de France, dis donc. Mais il y a un an, on a posé cette question, est-ce que la France va être championne en juillet 2020? Bon, entre-temps, il y a eu une épidémie. Enfin, vous voyez, donc il y a des milliards de choses qui peuvent se passer. Début de l'Euro le 11 juin 2021, la finale, on l'espère. La France, ça ferait une 3e finale de suite. Au niveau international, ce serait le 11 juillet 2020. Il n'y a que 4 équipes dans l'histoire qui ont réussi à faire le doublé. Il y a même une équipe qui est l'Espagne qui a fait le triplé. Ils avaient fait l'Euro 2008, la Coupe du Monde 2010 et l'Euro 2012. La France, forcément, est la première équipe à avoir fait le doublé dans ce sens-là. Coupe du Monde 98, Euro 2000, ça je pense que tout le monde le sait. Il y a le Brésil qui fait la Coupe du Monde 2022 et donc pas l'Euro forcément, mais la Copa América 2004. J'ai cru qu'il allait nous mettre le Brésil en Europe. 2002, oui. Coupe du Monde 2002 et Copa América 2004, c'est là où ils font le doublé. Et sinon il y a l'Allemagne qui avait fait l'inverse, c'est d'abord l'Euro en 1972 et la Coupe du Monde en 1974. Finalement la France est quasiment sûre d'être championne d'Europe. Oula. Ah bah vous dites qu'il n'y en a que 4, donc vous avez vu les raccourcis, c'est facile les raccourcis. Que tous les autres mais n'ont pas réussi. L'a fait en 98. Oui, mais la France justement l'a déjà fait. C'est ça. Donc il faut pouvoir le refaire. C'est ça qui est compliqué. C'est ça qui est compliqué. Non mais après évidemment après aussi avec Deschamps, ce qui est assez drôle, c'est que après on verra comment ça évolue dans l'année, hein, mais moi j'ai cette sensation que c'est une reproduction de 98-2000. Mais vraiment, qu'il est dans la même chose que de ce qu'il a vécu lui en fait. C'est vraiment ça, quoi.
Donc bon, c'est ce qui peut être rassurant. Après, honnêtement, le C'est- jeu. c'est- Ne regardez pas un match de l'équipe de Ah, France. genre, hein, contre la Suède, là, Bah, c'était vous- poussif. si un vous peu, aimez ouais. si vous aimez voir votre équipe gagner, il faut regarder l'équipe de France. On va pas rentrer dans ce débat, j'ai pas le droit. Bah, t'as pas gagné tous les matchs depuis la fin de la Coupe du Monde. T'en perds 2, je crois. Oui, Pays-Bas bah, voilà. et Turquie. Donc t'en as perdu 2 quand même. Les 2 à l'extérieur à chaque fois. Il y a l'avantage de l'expérience. Il y a l'expérience. L'avantage, il y a le titre de champion du monde. On imagine que la France a un avantage sur. Est-ce qu'on peut considérer les Allemands avec un avantage? Il y a quand même quelques champions du monde 2014. Il y a les Espagnols où il y a encore beaucoup de champions du monde 2010, 2012 parce qu'ils étaient très jeunes quand ils ont été sur le toit du monde et de l'Europe. Est-ce qu'on peut utiliser cette expérience comme un avantage ou justement ne pas être dans le trop facile, dans le déjà arrivé, dans le déjà vainqueur? Si on se réfère à ce qui a été fait entre 2016 et 2018, c'est quand même assez compliqué parce qu'il y avait eu plus d'une dizaine de changements dans le groupe entre les deux et il risque d'y avoir de nouveaux joueurs. Là, il va y même avoir dans du le an, changement. quoi. On l'a vu, hein, les Aouar ou Il y a toute Pamecano, etc. Il y a C'est des gens- toute une génération qui va passer à la trappe. Là. Je pense qu'il y avait dans le groupe là, les Rami, les mecs comme ça, les Thauvin et Ah bah, tout. Rami, c'est fini. Je les vois même pas revenir pour. Rami, ouais. Rami, il a mon physique maintenant. Enfin, Ouais, non, mais bon, je veux dire, c'était un peu les cadres en Il a signé au termes. Portugal. C'était un peu les il a papas signé du au groupe. Quoi. Portugal. C'était un peu les cadres en termes d'ambiance et tout ça, justement, par rapport à la cohésion. C'est des mecs Ah qui non, sont il y a toujours importants. Kimpembe pour la sono, vous Oui, inquiétez pas, le, monsieur. le porteur monsieur d'enceinte. Ouais, mais ça. mais Mais, c'est vrai que c'est important dans un Mais c'est groupe. important. Très Mais je pense important. que justement, ça fait partie aussi de quand on compose un groupe. Des fois, on prend peut-être pas forcément les meilleurs, mais on prend ceux avec qui on s'entend le mieux et avec le coéquipier pour lequel on est prêt à se battre. Quoi. Rami, Thauvin, Benjamin Mendy et Kimpembe, ils vont en Russie, ils savent qu'ils vont, s'ils jouent 10 minutes, Oui, c'est oui. exceptionnel, ils le savent en arrivant, mais ils acceptent, à part peut-être Benjamin Mendy. Ouais. À part peut-être Benjamin Mendy, mais sinon ouais, les trois autres savent. franchement, Enfin, Rami, il voulait même plus jouer à la fin parce qu'il Ouais. avait peur de tout dérégler. Lucas Serdic, Oui, oui. vous attendez quoi de cette équipe de France concrètement? À part, oui, on verra l'Euro, j'entends ce que vous dites. Ben, j'attends qu'elle gagne, oui, j'attends qu'elle nous fasse plaisir, qu'elle nous fasse vivre des émotions qu'on ne vit que à travers ces grandes compétitions-là de foot, en tout cas pour ma part, et qu'on ait une belle image d'elle, quoi, voilà, mais comme c'était le cas pour la Coupe du Monde 2018, bon après au niveau du jeu c'était pas toujours folichon, mais au niveau de l'image qu'il nous renvoyait, il y avait vraiment beaucoup de positifs, quoi. On a aimé ces joueurs-là et Didier Deschamps dispose d'un tel vivier que je pense qu'il sera capable de faire un groupe homogène et soudé comme il sait si bien le faire. Mais avant l'Euro, il y a la Ligue des Nations. On rappelle que l'équipe de France a battu la Suède 1-0. Vous savez comment ça marche ce truc-là d'ailleurs? Parce que c'est la il y a NASA, 2 ans. Ah, c'est facile là, c'est bon. C'est facile à comprendre. La France est dans la... On va l'expliquer. Allez-y, Jean. Il y a 4 ligues dans la Je Ligue crois des qu'on avait Nations. déjà essayé de le faire et on Ouais. avait perdu la moitié. Mais parce que ça n'existait pas encore. On avait essayé de l'expliquer sans avoir de vécu. visibilité, Là, on a ouais. vécu. Il y a 4 ligues. La Ligue A, B, C, D, où tous les pays sont répartis dans cette ligue. Forcément, la Ligue D, c'est le Liechtenstein, Saint-Marin, les îles Féroé. La Ligue A, c'est la France, le Portugal, l'Allemagne. Toutes ces équipes sont divisées par groupe. C'est une montée-descente. Le dernier descend, le premier monte. Sauf en Ligue A, où le dernier descend forcément. Et les 4 premiers font un Final Four en demi-finale et finale dans un pays qui est choisi. Alors là, à cause du coronavirus, et parce que l'année prochaine, c'était censé être en 2021, mais en 2021, il y a l'Euro 2020. Voilà, c'est un peu compliqué. Il faudra trouver une nouvelle date, mais voilà, c'est juste le premier mais de la c'est pas poule. ça. Et Moi, ce que j'ai pas compris, c'est qui se qualifie parce pas que le ça premier, donne des juste. places. Ah oui, ça alors a ça donné donne- des places ça- pour oui. l'Euro, mais les barrages n'ont pas été encore joués. Et là, ça va donner des places pour la Coupe du Monde, si je dis pas de non, bêtises. ça donne pas des places pour la Coupe du Monde, ça donne des places pour les barrages de la Coupe du Monde. C'est-à-dire C'est encore plus compliqué. boulot, c'est encore ouais. plus compliqué. parce qu'en fait, il va y avoir des qualifications de la Coupe du Monde, où là, tous les premiers de toutes les poules seront qualifiés pour la Coupe du Monde. C'est quoi, Ensuite- faites-nous un PowerPoint. ouais, Sérieux, ouais. quoi. C'est facile à Vous savez pendant quoi, Jean, ça l'émission, ressemble là, au format de la vous Coupe d'Europe de l'absez, rugby là, qu'ils ont sorti. Ah ouais, ça, on en parlera. Vous mais- faites Ça a été fait par des petite ingénieurs séquence, de la là. NASA, je pense, parce que c'est incompréhensible. Parce qu'on n'a pas encore tous les qualifiés pour l'Euro, puisqu'il y a encore les Bah, la barrages France à n'a jouer. pas son quatrième, par exemple. On sait qu'il y a l'Allemagne et le Portugal. On va retrouver les Portugais. C'est vrai Et- ça, dis donc. Et il manque Ouais. le barragiste. J'avais oublié qu'on avait
avait On a une les belle poule, Allemands et ouais. les Portugais. Et il nous manque une équipe. Et demain, on va jouer contre la Croatie, qui est forcément un bon souvenir. On va Oui. même, l'équipe de France va montrer ses nouveaux maillots. Et ils sont disponibles, n'oubliez pas, chez notre partenaire Intersport. Je compte sur vous, Maxime, pour Ouais. aller en acheter un. J'irai faire de foot, je sais pas, mais Ils j'irai sont faire beaux, un ils tour sont chez beaux Intersport. comment Ouais. Ils sont très très beaux. Ils sont, moi j'aime bien. Il y a la bande rouge comme en 98, 2004 et Ouais, 84. C'est pas mal. Voilà, il y a Ils 2 sont étoiles très, en plus. comme Il y a un on dit, badge sportswear. champion du- C'est-à-dire que tu peux Oui, les porter c'est tranquillement Nike, dans la ouais. rue, quoi. Bah, je, Ah, je ça, le c'est mets- bien. je le mettrai lundi prochain. Je l'emmènerai lundi prochain. Si vous Un voulez. côté marinière, un Parce peu. que- Ouais. Oui, c'est vrai en plus. Je l'espère. Et comme ça, vous pourrez le voir. Mais Avec ils sont- flocage ou sans flocage? Avec flocage, du badge, de l'euro et mon nom derrière. Et vu bien la tête du évidemment. mannequin, Ah ouais. vu la tête du mannequin, vous l'allez l'acheter, oui. Ah, Ça c'est méchant, mais voilà. Si vous voulez en acheter un, par contre, vous et allez vous à trompez Intersport. pas, genre, faites pas comme avec Sochaux, mettez pas un badge Ligue 2, hein, parce que ça va pas le faire, quoi. Ah oui, c'est vrai. Où je mets la Ligue des Champions sur l'équipe de France. Enfin, le truc qui n'a rien à voir. Mais allez Ouais. dans les magasins Intersport chez notre partenaire pour trouver les nouveaux maillots de l'équipe de France. Et ben merci messieurs, on a parlé de l'équipe de France et là on va parler avec notre invité de la semaine. Sportez-vous bien. L'invité. À l'aube d'une saison olympique, Sportez-vous bien va vous présenter toutes les disciplines olympiques et justement notre invité Pierre Rizot a traversé et traverse toujours depuis 2016, alors on va en parler avec le coronavirus, depuis 2016 il a traversé une trentaine de pays pour pratiquer déjà 33 des 40 sports olympiques et il nous fait la gentillesse d'être avec nous ce soir. Pierre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Ça doit faire bizarre d'être en France finalement. C'est la première question là qui me vient. Vu que Oui, vous avez en fait, ça fait bizarre, non? Ouais, ce qui fait bizarre, c'est que je suis en France depuis 4-5 mois, enfin depuis le début du confinement. Et ça m'était pas arrivé depuis très longtemps. En fait. Donc, L'aventure a commencé en 2016, c'est bien ouais, ça? Racontez-nous un peu comment c'est parti. 2016, septembre. Coup de tête? Pas loin. Je regardais les Jeux de Rio, donc août 2016. Et je voyais tous ces sports-là et je me suis dit, mais il y a quelque chose à faire avec ça. Pourquoi pas aller tester tous ces sports-là dans les pays où ils sont représentés culturellement, socialement, sociétalement. Et en fait, c'est venu aussi par rapport à mes expériences antérieures où pendant très longtemps, j'étais directeur de colonies de vacances. J'encadrais des séjours de jeunes à l'étranger. Et je m'étais rendu compte qu'à chaque fois, on rencontrait les locaux à travers des activités sportives. Donc, on avait fait de la lutte à Hawaï, on avait fait du foot contre dans des temples en Chine contre des moines. On a fait du volley sur la plage un peu partout. Donc, c'était un vrai vecteur de rencontres. Et je me suis dit qu'en voyant tous ces sports-là, ça mérite de les mettre en avant. Parce qu'il y a des sports qu'on voit en fait tous les 4 ans. C'est ça. Autant le C'est vrai. foot, on le voit tous les soirs. Et presque on le voit quasiment jamais au JO parce que il y a Et après, 8 voilà, équipes entre guillemets. ouais. Exactement. En plus, ils sont placés souvent avant le début de l'ouverture des Jeux. Oui, ça Le commence football, 3 jours à ça chaque fois. commence ouais, un c'est petit peu avant. C'est l'équipe les moins de 23 souvent, donc un peu moins intéressant pour les aficionados de football. Mais il y a tout un tas d'autres sports qui sont très nobles et je pense que c'était bien de les mettre en avant. On imagine qu'il y a une âme de sportif au fond parce qu'on part pas comme ça faire du sport Ouais. partout. Ouais, c'est bon, quoi après, votre sport de prédilection? Mon sport de prédilection, c'est l'athlétisme, plutôt la vitesse. Et après mon métier aussi, je baigne dans le sport depuis tout le temps. Je suis pro de PS, je travaille à l'université Paul Sabatier où j'encadre du sport tout le temps. Là actuellement, en plus, je travaille aussi avec l'équipe de volley de Toulouse, les Spacers. Vous avez d'ailleurs le t-shirt et vous sortez de l'entraînement. Voilà, je sors de l'entraînement avec le centre de formation là, et donc je travaille avec les deux groupes, avec les pros et le centre de formation, et c'est une belle expérience qui a commencé au milieu de l'été sur la prépa physique. Donc en fait voilà, le sport fait partie de ma vie. Et comment, tout simplement, on fait le planning? Comment on se dit, voilà, je vais à Tokyo à ce moment-là, je vais en Afrique à ce moment-là, je vais en Australie à ce moment-là, je vais sur tous les continents. Vous avez fait tous les continents et d'ailleurs en un an, c'est ça, hein, oui, petit secret de téléphone. Ouais, c'était un peu le hasard du planning où je me suis retrouvé à faire tous les continents juste sur l'année 2017. C'est énorme. Où début 2017, j'étais encore en Chine, puis en Malaisie, et au milieu, j'étais en Australie, je suis parti aussi au Kenya. J'ai fini en Amérique du Sud, donc c'est vrai que j'ai balayé un peu toute la Terre sur une année. Le planning, il se fait un peu avec les opportunités, les rencontres. Quand je décide de faire tel ou tel sport, j'essaie de choisir un petit peu le lieu le plus adéquat pour y aller.
en fonction de mes possibilités et en fonction de, voilà, de la culture qu'il y a autour de ça. Donc ça se fait un petit peu presque au jour le jour. J'ai du mal à anticiper. J'anticipe sur les gros séjours et encore, c'est pas une grosse anticipation. Hein. Combien à peu près pour l'Australie ou l'Amérique du Sud? Pour l'Australie, je me suis pris un mois à l'avance. Ouais. Et en plus, l'Australie, je l'ai combiné avec les Fidji, du coup, pour aller faire le Oui. rugby. Et vous avez fait quoi en Australie? La natation. Natation? Ah Ouais, oui. alors je suis arrivé à Sydney, il y a une culture de la natation qui est assez extraordinaire. Il y a déjà, dans la ville, il y a 40 piscines olympiques. Donc, au moins, ils ont le choix. Et je me suis retrouvé à faire des entraînements. Je suis arrivé dans un groupe où on s'entraînait à 6h du matin. Ah oui. Parce que je m'entraînais avec les gens qui, eux, n'étaient pas en vacances comme moi. Et aller au travail à partir de 8h. Donc, à 6h, ils étaient dans l'eau. Et puis, ça envoyait des longueurs. Donc, j'ai vraiment vécu ce truc-là où on sent la culture de la natation qui est omniprésente partout. Et puis, quand on va un peu sur la côte, là, sur les Bondi, Bronte Beach, enfin, toutes les villes au large de Sydney, il y a des piscines naturelles avec l'eau de mer qui se jette dedans. Donc, c'est magnifique. Et puis, voilà, ça fait partie du paysage, quoi, la natation. Vous partez tout seul, accompagné d'amis, de famille ou toujours tout seul? La Ça plus- dépend de la distance peut-être? Ouais, non, la plupart du temps, je suis parti seul. J'ai été accompagné sur quelques séjours par des amis, par ma copine aussi, que j'ai rencontrée lors de ma première année à Séoul, C'est génial. et qui vit à Toulouse depuis, donc, et qui m'a accompagné tout l'été 2019. On a fait 3 épreuves en Inde, où on a fait le hockey sur Sur gazon. gazon, Ah oui, ouais. on aime forcément. La Slovénie, on est allé faire le kayak, et la Russie, la gym, voilà, sur l'été. Donc c'était un bel été, quoi. Donc ouais, c'est très riche, j'apprends énormément. Et On va parler de la richesse culturelle, j'imagine, à traverser le pays juste après. Mais pour rester sur les différents pays, est-ce que vous prenez les pays de prédilection? C'est-à-dire, bon, vous avez dit les Fidji pour le rugby. Déjà, pourquoi pas la Nouvelle-Zélande? c'est Ouais, ça. c'est vrai, ouais. J'imagine Alors- le foot au Brésil, peut-être Alors le foot, je suis allé en Argentine parce que Oui, il y a ça aussi. Oui. l'argent, j'aurais pu aller à Sochaux, mais bon, Lucas, vous avez entendu? Faut un visa. J'avais une question, mais je vais arrêter finalement non. Pierre connaît très bien le foot, c'est pour ça qu'il a dit ça. Mais non, en fait, ouais, l'Argentine, ce qui se passe par rapport au Brésil, où il y a quand même beaucoup de sports représentés, notamment le beach volley, le beach tennis, le football évidemment, mais l'Argentine, c'est vraiment exclusivement le football. Bon, il y a le polo, où c'est assez populaire, mais bon, c'est très élitiste comme sport. Mais Le rugby le aussi, foot, hein. le rugby aussi. qui Le, commence. le foot, c'est vraiment une religion. Là-bas, on arrive, tous les gens, ils sortent du travail, ils vont jouer au football. Alors, c'est pas comme en Australie où ils jouent avant d'aller au travail, mais c'est C'est après. après, ouais. Voilà, il y a ce qu'on appelle les polideportivos partout dans Buenos Aires. Ils font des équipes, ils s'organisent sur Facebook, ils font des groupes et ils jouent au football. Et tous les soirs, j'étais pendant 15 jours à Buenos Aires, on joue au football. Quoi. Et donc, ça fait partie de la culture. Quand l'équipe nationale elle joue là-bas, ils s'arrêtent de travailler. Et les bars, ils ne servent pas. Ils servent à la mi-temps. Ils servent avant le match, ils servent après le match, à la mi-temps, mais pendant le match, c'est le match. Quoi. Incroyable. C'est vraiment une religion. Quoi. Vous y étiez pendant le France-Argentine ou pas du tout? Parce que ça aurait dû être difficile, ça. De la Coupe du Monde. Alors, j'étais après, du coup, parce que C'est je vrai, suis arrivé à la fin de l'année 2018. En Argentine, et on a parlé du coup les gens que je côtoyais au football, de ce fameux France-Argentine, du but de Pavard, et ils ont encore un petit peu les boules, mais bon, c'est très amical. Ouais. Lucas Serdic. Vous en rapportez quoi de tous ces voyages, outre l'expérience, les souvenirs? Parce que moi, je vous entends parler et tout ce que j'ai envie, c'est de voir ce que vous avez vécu. Hein. J'ai l'impression d'entendre un pitch d'un documentaire comme Sport Reporter qu'on voit par exemple sur Canal+. Vous faites des vidéos? Ouais. Alors, Des projets en cours peut-être? À chaque fois, je fais une petite vidéo, j'écris un récit sur l'aventure, je poste tout ça sur la page Facebook, et bon, j'ai un site internet, mais bon, les gens vont plutôt sur les réseaux sociaux pour s'enseigner, il y a exactement le même contenu. Voilà, j'essaie d'être concis dans les vidéos, c'est compliqué de retranscrire par vidéo tout ce que je vis, mais le récit, en fait, si on lit le récit et qu'on voit la vidéo, on arrive à sentir un petit peu les émotions que j'ai pu vivre. L'aboutissement, ce serait de faire un petit ouvrage autour de tout ça. Et là, en attendant, du coup, je suis bloqué à 33. J'aimerais bien finir. Les JO ont été décalés. Si jamais ils ont lieu quand même en 2021, j'essaierai de finir tout ça. En attendant,
pour l'instant, c'est très compliqué de voyager. C'est compliqué aussi de faire du sport. On voit bien toutes les restrictions qu'il y a autour des activités. Donc, et même, pas qu'en France, partout dans le monde. Moi, mon credo, c'est j'arrive dans un groupe et ils m'accueillent et on pratique, quoi. Là, c'est... il faut faire un test, il faut mettre un masque, non, c'est pas possible. Enfin, il y a tout un tas de restrictions qui compliquent un petit peu le projet. On verra après par la suite comment ça va se décanter. On imagine qu'il y a une richesse culturelle aussi. Ça doit être vraiment incroyable de traverser tous les pays et de partager une même passion commune. C'est ce que, sans trahir les secrets de téléphone, mais c'est ce que vous m'avez dit aussi par téléphone quand on a hier soir pour te dire aux auditeurs. Voilà, on imagine qu'il y a une richesse où on doit s'en servir encore aujourd'hui. C'est exceptionnel. Oui, tout à fait. En fait, c'est l'échange, le partage qu'il y a autour de tout ça. C'est être capable d'aller vers les autres. Ils nous intègrent comme si on était presque de la famille. Et du coup, en fait, on découvre la vie d'un pays, la culture d'un pays à travers une activité parce qu'on est rentré par un biais autre que le touriste qui va dans un spot typique qu'il faut voir. C'est une autre approche et je pense qu'on en ressort un peu plus grandi parce que justement, on est avec les locaux. Maxime Brossard. Moi, tout bêtement, je voulais savoir s'il y avait un pays qui vous avait marqué plus qu'un autre ou s'il y avait une discipline qui vous avait marqué plus qu'une autre. La Jamaïque, ça m'a vraiment beaucoup marqué parce que j'ai trouvé les gens hyper accueillants. C'était pour l'athlétisme. C'était pour l'athlé et puis voilà, discipline aussi du coup. C'était ma discipline. Je suis arrivé vraiment par le plus grand des hasards. Je suis allé sur la piste de l'université. Mais où s'entraînait Bolt à l'époque, mais il était à la retraite quand je suis allé, c'était au mois de mai 2019. Et j'ai rencontré un gars au bord de la piste, il n'y avait personne qui s'entraînait, je suis allé le matin. Et un gars qui avait le maillot de l'équipe de Jamaïque, mais qui plutôt était un coach. Donc je vais le voir, je lui explique un petit peu, il me regarde, il m'écoute pendant 5 minutes. Je lui explique ce que j'ai fait, tout ça. J'ai dit que j'aimerais bien pratiquer, mais je ne sais pas trop où. Et puis à la fin, il me laisse parler et puis il me dit est-ce que demain tu es libre, est-ce que tu veux venir t'entraîner? Je dis oui, ok, je vais venir. Hein. Il me dit tu vas t'entraîner avec Johan. Et je fais Johan, oui, avec Johan Blake. On a la séance demain. C'est incroyable. Ouais. Donc voilà, on était tous les deux avec ces deux entraîneurs. Puis à la fin de la séance, où c'était une séance quand même bien dure, là, on avait fait, je sais plus, c'est 120, 150, 200, enfin 250. Ouais, une grosse séance de puissance lactique. Et donc ça pique. Et à la fin, il me dit tu reviens demain. C'est Blake, il me dit ça. Il faut que tu reviennes demain. Puis tu es là toute la semaine. Donc tu vas venir toute la semaine. On s'entraîne tous les jours. Comme ça, tu vas vivre ton expérience athlète jusqu'au bout. Énorme. Et j'ai fait une semaine complète avec ses entraîneurs et avec lui en binôme. Ça va vraiment fantastique, vite. ça. Dingue. Ça va vite, ouais. Ça va vite, c'est impressionnant. Mais les mecs sont cool, quoi. Les mecs sont gentils. C'est vraiment un peu l'image qu'on peut se faire de la Jamaïque. On la retrouve là dans le rapport qu'il y a. Les gens sont très simples. Et ça déconne tout le temps. C'était vraiment une très très belle expérience. Ouais. On traverse le monde, forcément il y a un coût, l'avion, le logement. Comment vous financez ça? Est-ce que vous avez une aide d'un partenaire, quelque chose comme ça ou... J'ai beaucoup financé par mes propres deniers. Après j'ai eu des partenaires qui sont arrivés progressivement. Il y a une marque de compléments alimentaires, surtout spécialisée dans les courses de fond et d'ultra, qui s'appelle l'Athlète. Qui m'a soutenu assez vite dans l'aventure. Après, j'ai des gens que j'ai rencontrés en Suisse. Je suis allé dans une maison d'hôtes et j'étais sur mon étape VTT. Et ils se sont dit, c'est qui ce fou qui paraît qu'une VTT avec des caméras et tout là. Et du coup, c'est très bien passé avec les patrons de la maison d'hôtes. Et eux, ils me soutiennent financièrement très régulièrement aussi. Donc, c'était des petits des soutiens ponctuels. Mais enfin... Et assez conséquent quand même, donc ça m'a aidé pour poursuivre l'aventure. Ouais. 33 sports sur 40, on va à peu près jusqu'au prochain JO, c'est ce que vous avez dit. Voilà, c'est ça. Il vous manque quoi comme sport? Il me manque le tennis, le skate, le BMX, le basket. Alors ces 3 sports-là, c'est plutôt aux États-Unis, donc là, pour l'instant c'est compliqué. La voile, qu'est-ce qui me manque encore? Le plongeon. Ah ouais. Oui. Et en France, vous avez fait quoi? Parce qu'on a dit que vous êtes allé en Argentine pour le foot, mais en France, j'ai fait de l'équitation. Pas mal. Et donc, de manière un peu... j'ai eu un petit peu un passe-droit parce que j'ai pu m'inscrire sur un concours alors que j'ai aucun galop ou quoi que ce soit. Et, j'ai un copain qui est dans l'équitation, qui est dans l'Auvergne.
dans l'Auvergne et il me dit bon, il faut que tu arrives assez tôt vendredi parce que tu as le concours dimanche. J'avais jamais monté sur un cheval. Hein. Je pars vendredi de la fac, on avait des réunions, je pars tard et tout, j'arrive à la tombée de la nuit, il me dit t'arrives tard quand même. Hein. Bon allez, on monte sur le cheval, il faisait nuit. Je faisais mes premiers essais avec des petites barres à 30 cm. D'habitude c'est 2 mètres, enfin c'est un bon mètre, c'est costaud, voilà, c'est ça. Mais ça fait quand même peur sur le cheval. Puis, le lendemain on s'entraînait, mais il pleuvait des cordes et tout, c'était pas les meilleures conditions, le cheval il voulait plus sauter. Puis il m'a dit on prend le cheval, on y va, on fait le concours et puis. Vous avez gagné le concours, comme dans les films. J'ai pas gagné le concours, mais j'ai réussi à passer 2 barres et j'ai eu une standing ovation, donc c'était plutôt pas mal. C'est génial. Et un autre sport ? Et l'autre sport c'est le hand. Oui, forcément. Voilà, le hand. Avec un club professionnel ? Avec un club pro, je suis allé à Nantes. Ok. Donc j'étais introduit par rapport aussi notamment aux relations que j'ai à l'université et j'étais accueilli par l'entraîneur, l'ancien entraîneur de Nantes, Thierry Anti, et du coup j'ai pu faire des séances avec l'équipe pro. Et en 30 secondes, 30 secondes, 45 secondes, comment vous allez boucler la boucle ? Parce qu'avec le Covid, c'est compliqué là. Ouais. Quelles sont les idées ? Les idées, là, je suis en train de préparer des podcasts par rapport à une thématique. J'ai 5 thématiques à traiter là pour au moins patienter en attendant que je puisse revoyager. Et puis après, j'aimerais bien finir à Tokyo pour les Jeux. Et en plus, j'ai des athlètes qui sont qualifiés déjà que j'aimerais bien aller voir. Des places. Voilà, avec des places. Ouais, c'est ça. Toujours des petites combines. C'est excellent. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci de votre invitation. Merci beaucoup Pierre Rizzo qui va donc voyager encore une fois, si le Covid l'autorise bien évidemment, pour terminer son tour du monde pour les sports olympiques. Il y en avait 33 sur 40, il en manque 7 et j'espère du fond du cœur que vous allez pouvoir on fera le bilan dans un an. Et on fait le bilan dans un an. Merci à vous messieurs, merci. À Coraline. Nous on se retrouve la semaine prochaine avec Hugo Gaston, joueur professionnel de tennis. À lundi sur Sportez-vous bien.